Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui nous permettra de corriger le travail que vous aviez à faire pour ce lundi 23 mars. Donc on va prendre les choses une par une. Ne vous étonnez pas, il y aura peut-être deux enregistrements pour aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'avoir assez de temps pour tout dire en 15 minutes et donc il faudra que je fasse deux enregistrements peut-être pour avoir le temps de finir correctement. En tout cas, cette vidéo n'est pas une fin en soi. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe d'échange que vous avez créé sur Discord. Il n'y a aucun problème. Je vous rappelle également que demain, nous avons une session à 13h30 au cours de laquelle je répondrai à vos questions, si possible avec un vocal, à voir si ça fonctionne bien, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je pense que c'est plus vivant, c'est plus agréable pour tout le monde. Alors, on est toujours donc dans le chapitre 3 d'économie sur les défaillances de marché. On avait vu lors de la précédente j'allais dire émission, je me prends pour un animateur déjà, dis donc, j'ai les chevilles qui enflent, donc j'allais dire, dans la dernière vidéo, nous avions parlé des externalités, je vous avais demandé de reprendre le cours en complétant les passages où j'avais laissé des vides. Vous les avez sous les yeux ici surlignés, j'agrandis un tout petit peu l'affichage de l'écran pour que vous y ayez un meilleur accès. Voilà, très bien. Et donc, je vous mettrai également en lien dans Discord et dans Pronote la correction du travail à faire pour aujourd'hui. Donc, je reprends l'idée. Le but du marché, c'est bien d'allouer les ressources rares de façon optimale dans l'économie. Or, les externalités empêchent cela. Pourquoi est-ce que les externalités ne permettent pas cela? Eh bien, parce qu'elles n'incitent pas, elles ne créent pas d'incitation suffisamment bien orientée pour les agents économiques. Pourquoi? Parce que elle n'incite pas, le marché n'incite pas à réduire les activités qui génèrent des externalités négatives, puisque ce n'est pas coûteux pour ceux qui les créent. Inversement, le marché n'incite pas à développer les activités générant des externalités positives, puisque ceux qui en sont les auteurs ne sont pas récompensés par les gains dont les autres profitent. Donc l'économie de marché alloue plutôt mal les ressources en présence d'externalités. Elle en alloue trop lorsqu'il y a des externalités négatives et pas assez lorsqu'il y a des externalités positives. Donc le système de prix ne crée pas les bonnes incitations en économie de marché lorsqu'il y a des externalités. Voilà pourquoi on dit que le marché est défaillant. Voilà pour ce point du chapitre, j'espère qu'il est compris. Je ne reviens pas plus en détail sur les externalités, j'en ai déjà pas mal parlé en classe avant le confinement et dans la vidéo précédente, mais bien entendu, demain, dans l'échange vocal que nous aurons, n'hésitez pas à me poser les questions relatives à ce travail. Relisez bien également les exemples de l'intervention des pouvoirs publics pour essayer de compenser les défaillances en présence d'externalités. Il faut bien comprendre les exemples, puisque dans le programme, ce qu'on demande aux élèves, c'est d'être capable d'illustrer les interventions des pouvoirs publics en matière d'externalité. Et le personnage que vous avez ici dans la photo, c'est Arthur Cécile Pigou, c'est un économiste qui non seulement a montré l'existence d'externalités, mais qui a proposé aux États d'intervenir dans ces cas-là en créant le principe des taxations des externalités négatives. Bien voilà pour ce point. Deuxième point que vous aviez à faire pour aujourd'hui, c'était en vous appuyant sur le cours concernant les biens collectifs, de faire l'exercice 2 qui était dans votre fiche d'activité. Donc l'exercice 2, je diminue un tout petit peu le zoom cette fois pour que vous puissiez voir les deux photos du manuel. Hop. Alors, je vais juste descendre un petit peu les réponses qui sont ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là. Voilà. Alors, vous avez donc à la fois l'exemple de l'éclairage public et l'exemple du phare en bord de mer pour les bateaux.
Évidemment, aujourd'hui, les phares en bord de mer n'ont plus réellement d'usage, puisqu'on a des navigations par satellite. Mais il faut se resituer à l'époque où, pour éviter les côtes, les bateaux s'orientaient grâce aux phares pendant la nuit. Alors, montrer que ces deux exemples photographiés sont des biens collectifs. Si vous reprenez le cours sur les défaillances de marché, vous avez ici deux critères qu'il faut respecter pour dire qu'un bien est collectif. Il faut à la fois non-rivalité, c'est-à-dire que le produit a une quantité et une qualité qui ne diminuent pas lorsque le nombre de consommateurs augmente, et une non-exclusivité, ce qui veut dire que le produit est accessible à tous sans qu'on puisse exclure certains de la consommation de ce produit. Il est en accès libre. Voilà ce que signifie non-rivalité et non-exclusivité. Si je reprends l'exemple de l'éclairage public, on voit bien qu'il y a à la fois non-rivalité, c'est-à-dire que on pourrait être 2, 10, 20 dans la rue, l'éclairage public éclaire toujours aussi bien, quel que soit le nombre de personnes qui en profitent dans une ruelle, par exemple. Donc, effectivement, il n'y a pas de rivalité. C'est pas la même chose qu'un bien de type ordinaire. Si on prend l'exemple d'une banane, une banane que vous achetez, eh bien, elle est rivale. Si vous mangez un morceau de la banane, c'est un morceau que votre frère ou votre sœur n'aura pas. Donc, il y a bien rivalité entre les consommateurs. En matière d'éclairage public, il n'y a pas de rivalité. Si votre frère ou votre sœur se trouve avec vous dans la rue, il ne capte pas la lumière à votre détriment. Vous profitez tous les deux de la lumière en même temps. Il y a également non-exclusivité, puisque on ne peut pas dire que certains vont profiter de la lumière de l'éclairage public et pas d'autres. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas cibler les consommateurs qui auraient payé avec la lumière et laisser les autres dans le noir. Il y a impossibilité d'exclure certains consommateurs de l'utilisation de ce produit. Quand on éclaire la rue, on l'éclaire pour tout le monde, et donc du coup, on ne peut pas en priver certains. Voilà pourquoi on peut dire que l'éclairage public est un bien collectif. Il est à la fois non rival et non exclusif. J'insiste sur le « et ». D'ailleurs, je vous le réécris, c'est très important. C'est pas « et » ou, c'est bien « et ». Il faut les deux critères pour considérer qu'on a un bien collectif. C'est la même chose ensuite avec le phare qui est en bord de mer, hein, donc cette partie ici que vous voyez avec mon curseur. Le phare est non rival, c'est-à-dire que la lumière qu'il projette est tout aussi bonne qu'il y ait un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 10 bateaux qui s'orientent grâce à ce phare. La qualité du signal reste la même. Et, je dis bien et, ce bien est également non exclusif. Pourquoi? Parce que on ne peut pas priver un bateau qui longe la côte de la lumière projetée par le phare sous prétexte qu'il n'aurait pas payé le fait d'utiliser cette lumière. On voit bien qu'une fois qu'on projette une lumière, on ne contrôle plus le nombre de bateaux qui peut s'en servir pour s'orienter. Donc du coup, il y a bien, là encore, à la fois non-rivalité et non-exclusivité. C'est pourquoi on peut parler de bien collectif dans ces deux cas. La deuxième question revient un petit peu à nous demander pourquoi est-ce que ces biens collectifs posent problème à l'économie de marché. Et donc ici, ça me permet de réintroduire une nouvelle formulation de consigne, hein, une consigne ou plutôt une question sous forme interrogative qui commence par le pourquoi. Donc dans votre fiche méthode sur les consignes, vous pouvez rajouter ici le pourquoi. On aurait pu également poser la question avec comment expliquer. Hein, ça reviendrait exactement au même traitement en termes de réponse. Quand on dit pourquoi ou comment expliquer, ça veut dire qu'on attend les causes, les explications. Attention, c'est une erreur que font souvent les élèves. On n'attend pas, surtout pas, les effets. Et donc faites attention à cette méthode, c'est très important. Hein, lorsqu'on vous demande d'expliquer, lorsqu'on vous demande pourquoi, il faut bien donner cause et explication, surtout pas effet ou conséquence. Donc je reprends un petit peu ici le travail que vous aviez à faire. Pourquoi est-ce les pouvoirs publics qui produisent ces deux biens? Là aussi, on peut revenir sur non-rivalité et non-exclusivité pour expliquer l'intervention des pouvoirs publics. D'abord, c'est non-rival. Non-rival, ça veut dire que produire un seul service, l'éclairage public ou le phare,
En produire un seul est suffisant. Il n'y a pas besoin de plusieurs phares sur le même point de la côte pour plusieurs bateaux. Il n'y a pas besoin de plusieurs lampadaires dans l'espace d'une rue au même endroit pour plusieurs passants qui chercheraient à être éclairés. En fait, un lampadaire et un phare peut éclairer plusieurs utilisateurs, que ce soit un passant dans la rue ou un bateau le long de la côte. Et donc cette non-rivalité signifie que, en fait, il ne peut y avoir qu'un produit, qu'un producteur, et non pas plusieurs. Avoir plusieurs producteurs est inenvisageable parce qu'en fait, lorsqu'il y a un produit, c'est suffisant, on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. Et donc du coup, c'est souvent les pouvoirs publics qui sont ce seul producteur nécessaire à la satisfaction du besoin. Ensuite, le deuxième critère, la non-exclusivité. Le problème de ces éclairages publics ou de phares le long des côtes, c'est que on ne peut empêcher personne d'en profiter gratuitement. Imaginez-vous, vous êtes passant dans une rue et on vous dit, si vous voulez bénéficier de l'éclairage public, il faut payer. Mais que 2 secondes avant vous, quelqu'un est déjà passé et a déjà payé. Du coup, vous vous dites, je ne paye pas et je vais suivre la personne qui vient de payer. Donc, gratuitement, je vais profiter de l'éclairage qu'il a lui-même financé. Ce qui veut dire que personne n'est prêt à payer. C'est comme si je vous disais, par exemple, la non-exclusivité, c'est exactement la même chose. Vous faites un devoir à la maison en SES et ça, c'est coûteux, ça va vous prendre du temps. Mais voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Assez naturellement, vous allez dire, il y a le meilleur d'entre nous qui va faire ce devoir, et puis les autres vont le copier. Alors vous ne le faites pas parce que vous êtes sérieux d'une part, parce que vous avez beaucoup d'honnêteté, et parce que vous voulez progresser pour les devoirs sur table, mais dans l'absolu, s'il y en a un qui subit ce coût en termes de travail personnel, d'effort, et qui diffuse aux autres le produit sans exclusivité, vous voyez bien dans ces cas-là que on peut difficilement avoir plus qu'une personne, un producteur qui réalise le devoir. Là, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que tous les passants paieraient pour l'éclairage public dans la rue, alors que quand un seul a payé, l'éclairage public est disponible pour tout le monde? Du coup, personne n'est prêt à payer. Pour le phare, c'est exactement la même chose. Si vous faites fonctionner le phare pour un bateau qui a payé, les autres ne payeront plus, tout simplement parce qu'ils ont déjà la lumière qui a été achetée par le premier bateau qui est disponible pour s'orienter. Ça explique pourquoi, dans ce cas-là, il est impossible d'avoir une production qui sera rentable. Personne n'est prêt à payer pour des produits non exclusifs, et donc du coup, le seul moyen de financer la production de biens comme celui-ci, c'est d'obliger à payer. Et le seul agent capable d'obliger un consommateur à payer, un ménage, une entreprise ou tout autre agent économique à payer, c'est l'État. Parce que l'État est capable de financer tout ce qu'il produit grâce aux prélèvements obligatoires et notamment à l'impôt. Donc c'est ce que je vous ai mis ici en surlignement. Vous avez bien la non-exclusivité qui conduit à un financement par l'impôt. Voilà pourquoi ces biens collectifs sont nécessairement produits par les pouvoirs publics. C'est pourquoi les pouvoirs publics produisent les biens collectifs. Voilà pour cet exercice 2. Ça me permet rapidement d'aller commenter le document, donc notamment sur le 3e paragraphe et le fait que les pouvoirs publics vont produire eux-mêmes les biens collectifs. C'est ici ce que j'ai surligné à l'écran. Donc les pouvoirs publics sont amenés à produire grâce aux impôts. On avait vu, je vous rappelle, c'est un terme à retenir, c'est pour ça que je l'ai souligné ici. Donc les pouvoirs publics peuvent produire lorsqu'il s'agit de biens collectifs. Et on avait vu, souvenez-vous, concernant les externalités, que les pouvoirs publics pouvaient taxer. Donc ici, en mettant en place un système de taxation. Je le rajoute ici, vous pouvez le renoter sur votre propre fichier. C'est le verbe, on a dit produire pour les biens collectifs, le verbe à retenir ici, donc je vais le souligner, c'est le verbe redistribuer. On prélève aux uns et on donne aux autres. On prélève à ceux qui ont des externalités négatives
et on redistribue vers ceux qui ont des externalités positives. Voilà, nous atteignons les 15 minutes. La suite du travail sera disponible dans une seconde vidéo. À tout de suite.